Le 18 juin 1940, il était âgé de 16 ans. Il entendait parler de dissidence pour la première fois par un ancien soldat de la Première Guerre mondiale qui lui expliquait que le général de Gaulle avait besoin de soldats pour libérer la France. Il mettait tout en œuvre pour rejoindre la Dominique, travailler et vendre ce qu'il possédait pour rassembler la somme de 500 francs qui lui permit de payer un passeur pour rejoindre l'île anglaise. Alors qu'il se trouvait avec quelques camarades sur l'embarcation, cette dernière chavirait et l'obligeait à rejoindre à la nage Grand-Rivière. Déclaré disparu par sa mère auprès des autorités, comme elle en avait l'obligation, il se cachait jusqu'à ce qu'une nouvelle opportunité se présentât. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission littéraire. Ce soir, je vous propose de remonter le temps jusqu'aux années 40. Il se sont passées bien des choses depuis et ne dit-on pas que pour mieux comprendre le présent, il faut connaître son passé. Notre invitée va nous y aider. Historienne, écrivaine, docteur en histoire moderne, elle est surtout une grande passionnée de l'histoire de la Caraïbe et de la Martinique. Bonsoir Sylvie Mélien. Bonsoir, bonsoir à tous. Et bienvenue sur le plateau de Gré des Pages. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, vous avez publié Résistance, dissidence aux Antilles et en Guyane, avec deux co-auteurs, on va y revenir, qui traitent de l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé d'aller se battre pour la France. Et je sais qu'enfant, vos parents vous contaient les histoires en temps Robet. Est-ce que ces contes d'enfance qui vous ont, entre autres, vous nous direz, incité à raconter cette histoire, à passer à l'acte, à écrire cet ouvrage ? Alors, la dissidence, vous avez précisé tout à l'heure que j'étais spécialiste d'histoire moderne. La dissidence n'en fait pas partie, oui. C'est de l'histoire contemporaine. Et ça, c'est la première chose. Et puis, même si j'entendais les histoires de l'amiral Robert, mais ce n'était pas des contes. Oui, c'est vrai. C'était une réalité. C'était la réalité. C'est-à-dire que quand vous refusiez de manger quelque chose, les parents de ma génération nous rappelaient gentiment que pendant l'amiral Robert, on aurait été bien content de manger ce que je refusais de manger. Oui. Donc, rappeler que c'était des temps qui étaient particulièrement difficiles pour la Martinique en particulier et pour les Antilles et Guyane en général, pour l'ensemble de la France aussi. C'est une période de pénurie, de famine, de restrictions. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté inscrit dans les mémoires. Et vous pouvez alors nous faire une petite... Parce qu'il y a une nuance entre résistance et dissidence. Oui. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces deux termes-là ? Alors, la résistance, c'est une opposition, en fait, à un gouvernement qu'on ne reconnaît pas. Et on va mettre tout en œuvre pour empêcher le bon fonctionnement de ce gouvernement. Donc, la résistance, effectivement, quand on en parle pour la Seconde Guerre mondiale, on pense tout de suite à la France. On ne pense pas forcément aux colonies, puisque nous sommes une colonie à cette époque. On ne pense pas aux colonies et on pense d'ailleurs qu'il ne s'y passe rien du tout. Donc résister, c'est résister au quotidien, résister par les armes, résister dans le travail, résister par la parole, par l'écriture, on résiste. La dissidence, c'est autre chose. Et c'est quelque chose qui est particulier à chez nous. Parce qu'il y a une volonté dans la dissidence de s'opposer, qu'on retrouve dans la résistance, de s'opposer au pouvoir, mais de s'engager physiquement pour aller quelque part où on va trouver des personnes qui vont nous aider à rejoindre la France libre et à continuer à s'opposer. Donc il y a ce sentiment de mouvement dans la dissidence il y a le même mouvement dans la résistance, mais ce mouvement qui est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de sacrifices dans la dissidence parce qu'on
il y a le refus, mais on décide de partir au sacrifice d'énormément de choses pour pouvoir rejoindre la France libre. Très bien. Précision importante, puisque c'est vrai que ce sont des notions qui ne sont pas toujours très claires. Et j'ai envie de continuer en vous demandant, parce que vous êtes plusieurs co-auteurs, donc il y a vous, Sylvie Mélien, il y a aussi Éliane Sampère, également historienne, et il y a Sylvain Demange qui est photographe, et vous vous êtes tous unis, vous avez fait front, j'ai envie de dire, pour rédiger ce très bel ouvrage. Comment avez-vous travaillé tous les trois ensemble? Alors au départ, on était deux. D'accord. J'ai d'abord travaillé avec Sylvain Demange, qui est venu me voir, puisque Sylvain est français. Et il a une passion pour nos îles. Donc, il est venu me voir pour un projet qui lui tenait à cœur. Il voulait photographier les derniers dissidents, mais il voulait qu'on raconte l'histoire de ces dissidents. Donc, ça a commencé par une exposition que nous avons réalisée à la fin de la période de Covid, qui a été vue sur les grilles de la préfecture. Et qui retraçait justement, c'était un texte photo sur les dissidents de la Martinique. Et puis, chemin faisant, je lui ai dit, mais ça serait quand même bien, parce que l'exposition, une fois qu'elle est rangée, on ne la voit plus, ça serait quand même bien de faire un ouvrage. Mais pas rester sur la Martinique, mais l'ouvrir vraiment, parce que c'est une façon de montrer aussi qu'effectivement, à la Martinique, il y a eu la dissidence, mais ça permet de faire connaître toutes les dissidences qu'il y a pu y avoir dans notre zone, en tout cas. Et puis, les histoires qu'il y a pu y avoir aussi dans notre zone, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, il prend la tâche d'Éliane Sampère, qui est, elle, spécialiste de la dissidence, parce qu'elle avait déjà réalisé un premier ouvrage sur la dissidence guadeloupéenne. Et donc, on se retrouve à trois à faire cet ouvrage. Donc, nous, on est partis de l'exposition qu'on avait déjà faite à Fort-de-France et on a rajouté des dissidents de la Guadeloupe. Alors, en Guyane, il n'y a pas eu la dissidence, il y a eu plutôt de la résistance. Mais je trouvais que c'était intéressant aussi de mettre un petit peu ces formes de résistance qu'il y avait en Guyane. Donc, j'ai travaillé également sur la Guyane. Et quand on voit votre ouvrage qui est magnifique, c'est un bel ouvrage, les photos sont magnifiques, les caractères sont faciles à lire, même si ce ne sont pas des histoires, c'est la réalité que vous décrivez. Oui. Je rappelle que vous êtes historienne. C'est clair. Voilà, c'est important. Je ne fais pas de roman, ça c'est clair. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais on a l'impression de rentrer dans une histoire et du coup, c'est à un moment on se dit « Ah, mais c'est la réalité !» En fait, je suppose que ça a demandé des heures et des heures de recherche, de travail, de compilation, de rencontres, d'entretiens. Qu'est-ce qui a peut-être été le plus compliqué? Est-ce qu'il y a un élément particulier qui a été, difficile ou des éléments qui ont été compliqués à compiler? Alors, chacun, on a trouvé des difficultés qui n'étaient pas les mêmes. Sylvain, il a fallu qu'il aille convaincre les familles de pouvoir rencontrer les anciens dissidents. Alors, malheureusement, tous ont disparu aujourd'hui, au moment où je vous parle. Donc, il y a eu ce travail qu'il a fait, lui. Après, moi, j'ai juste mis un peu de poésie dans les récits qui étaient faits, pour que ça soit accessible au grand public. Et puis, il y avait la partie de recherche. Je ne suis pas spécialiste de la Guyane et effectivement, ça m'a demandé un temps. Fort heureusement, j'ai des confrères historiens qui avaient déjà balisé un petit peu le travail. Donc, ça n'a pas été un travail de recherche comme j'ai l'habitude de faire, où je vais aux archives, dépouiller des cartons, des documents, etc. Je suis partie de sources qui existaient déjà, des sources contemporaines qui racontaient déjà l'histoire de la résistance en Guyane. Pour la Martinique, c'est un travail que j'avais déjà fait,
depuis 2013, hein, puisque l'exposition que j'ai faite avec Sylvain Demange, c'était une deuxième exposition. J'avais déjà fait un premier travail sur la dissidence, et donc j'ai repris mes documents pour pouvoir un peu approfondir pour l'ouvrage. Mais malgré tout, chemin faisant, je me suis rendu compte que on a tendance à souvent raconter la même chose et qu'il y a vraiment un travail de chercheur à approfondir. Alors, il existe des chercheurs qui ne sont pas martiniquais, qui ne sont pas guyanais ni guadeloupéens, qui travaillent déjà sur la dissidence. Mais je pense que nous, Martiniquais, il faut vraiment qu'on s'empare de cette histoire et qu'on aille au plus profond de cette histoire. C'est-à-dire qu'on raconte toujours l'amiral Robert, mais sans essayer d'enlever la couche amiral Robert et regarder ce qu'il y avait plus en profondeur derrière. Alors, j'ai des collègues martiniquais, Gilbert Pagot travaille sur la dissidence, Léo Elisabeth a aussi écrit sur la dissidence. Bon, il y a des auteurs. Camille Chauvet a écrit également, il a fait un mémoire sur la dissidence. Donc, il y a des écrits qui existent. Mais je pense qu'avec l'ouverture des archives et puis l'accessibilité aux documents, qui est devenue plus grande au fil du temps, je pense qu'il y a encore des pistes à explorer. J'ai l'impression, quand je vous écoute, que l'accès à notre histoire, pour vous qui êtes une scientifique, vous faites un travail de recherche conséquent, est important, c'est-à-dire l'accès au plus grand nombre, qu'on ouvre les éléments d'histoire, que nous, peuple des Antilles, Guyane, puissions nous approprier cette histoire. J'ai l'impression que ça vous tient particulièrement à cœur. Oui, c'est important parce que quand vous faites un travail de recherche sur les aspects scientifiques et que vous publiez un ouvrage scientifique, souvent il n'intéresse que les personnes scientifiques. Voilà. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que nos populations sont en quête de connaître un petit peu de manière plus approfondie l'histoire, et ils ne vont pas forcément vers les ouvrages scientifiques. Donc ces ouvrages scientifiques, il faut les rendre grand public. Et en fait, c'était l'idée de cet ouvrage, c'est le rendre accessible à tous et permettre à tous d'entendre et de comprendre cette histoire, sans qu'il y ait de mots scientifiques, sans qu'il y ait des mouvements scientifiques historiques, voilà, de mettre sur la table les choses telles qu'elles se sont passées, telles que on a fait les recherches, telles qu'on a découvert les choses, et puis permettre aux gens de mieux appréhender l'histoire de façon plus éclairée, je vais dire. Écoutez, j'ai envie de vous dire que ça fonctionne, parce que moi, j'avais l'impression de lire une histoire, et comme je vous disais tout à l'heure, parfois, je me disais « Ah, piqûre de rappel, c'est la vraie vie !» Donc, voilà, chapeau, ça fonctionne. Et du coup, alors, vous êtes historienne, et souvent, nous, peuple des Antilles-Guyane, voyons les grands faits qui se passent dans le monde et qui se passent en France, du point de vue, les histoires sont racontées du point de vue de la France. Et c'est intéressant, je trouve, qu'il y ait ce point de vue local, antillo-guyanais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la réalité de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, à ce moment, entre 1940 et 1943, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les réalités? Quel est le contexte? Quels sont les enjeux à ce moment-là pour nos territoires? C'est vrai que c'est une histoire locale, mais on n'est pas détaché de la France. Parce que tout ce qui se passe en France a des répercussions chez nous. Et en fait, nous agissons par rapport à ces répercussions que nous recevons. Donc en 1939, déclaration de guerre, tout le monde est d'accord pour y aller, pour aider la France, pour soutenir la France. S'il faut envoyer des choses, alors qu'on n'a pas beaucoup, mais s'il faut envoyer, et puis on a des soldats qui sont engagés.
puisque certains d'entre eux ont déjà fait la Première Guerre mondiale. Donc tout le monde est prêt pour aller aider. Alors on a une vision de la France à cette époque qui n'est pas tout à fait celle d'aujourd'hui, parce qu'elle a un peu évolué. On est vraiment... la France, c'est la mère patrie. C'est celle qui nous nourrit. C'est celle qui est censée être notre guide. Donc il y a une vision de la France. Quand il se passe quelque chose en France, on est meurtri. On est atteint. On est atteint, voilà, exactement. Même si on ne connaît pas la France, hein, même si on n'y est jamais allé. Surtout à l'époque. Mais... oui. Et d'ailleurs, les soldats qui vont y aller vont être assez déçus de comment ils sont reçus en France. D'ailleurs, l'un des plus grands qui parle de cette déception-là, c'est Frantz Fanon, qui s'est engagé et qui va combattre également, qui va être blessé. Et donc, aux Antilles, on se prépare. On se prépare comme on a fait lors de la Première Guerre mondiale. Et quand on apprend que la France a perdu la guerre, mais ça va être quelque chose de terrible en Martinique. On ne peut pas s'imaginer que la France puisse perdre la guerre. C'est pas possible. Elle a gagné la première, elle ne peut pas perdre la deuxième. En plus, contre le même ennemi, contre l'Allemagne. Enfin, c'est pas... Voilà. C'est pas envisageable à l'époque, C'est pas du tout envisageable. Donc, c'est une espèce de consternation. Et tout de suite, il y a un premier élan qui va se mettre en place où vous avez le Conseil général qui va... les élus qui vont dire on continue la guerre. Vous avez les militaires avec Chamorro-Lamotte qui va dire il faut résister. Voilà, on a ce premier sentiment, il faut quand même y aller, il faut quand même faire quelque chose. Mais l'amiral Robert va dire non, on va, comme il a été décidé en France, ça sera la voie de la collaboration, donc on va collaborer. Et le travail de l'amiral Robert, qui n'est pas le gouverneur de la Martinique, puisque les trois ont chacun leur gouverneur, l'amiral Robert chapeaute en fait 4 territoires, alors un peu moins Saint-Pierre-et-Miquelon, mais 4 territoires, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Et donc l'amiral Robert va imposer la collaboration, comme il a été décidé à Vichy par le maréchal Pétain, que c'est cette voie qu'on va utiliser, et il n'y en aura pas d'autre. Et donc, dans chacun des territoires, il va demander au gouverneur de réorganiser les pouvoirs et surtout d'enlever toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être opposants à la politique de Vichy. C'est impressionnant parce que c'est vrai que ça nous ramène à cette époque, alors qu'on n'a pas connue, et surtout qu'on connaît d'un autre point de vue. Donc, c'est intéressant aussi pour ça. Et j'ai envie de vous demander quelle était la place des femmes. Parce qu'en fin d'ouvrage, il y a une partie que je vous conseille, les Itata, vraiment. Prenez le temps, consacrée au portrait de plusieurs dissidents. Il y en a 14, dont une femme, Jeanne Cataillé, qui se fait enrôler en 1943. Impressionnante. Et j'aimerais en savoir plus sur les missions qui étaient allouées aux femmes et surtout quelles pouvaient être leurs ambitions. Ok, alors la guerre est déclarée, on décide de résister ou de partir en dissidence. Qu'est-ce qui les motive à ce moment-là? Alors, sur les femmes, c'est actuellement difficile. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de ressources sur les femmes. Jeanne Cataillé, elle n'est pas partie en gommier, elle s'est engagée. Donc, elle est plutôt résistante que dissidente, Jeanne Cataillé. Mais on l'a mise là parce que c'était une manière aussi, comme elle était connue et qu'elle a quand même œuvré, elle a quand même fait le sacrifice de s'engager. Donc, c'était important qu'elle fasse partie aussi aux côtés des dissidents. Et puis, elle a été décorée en tant que dissidente. Donc, c'était important de la mettre là. Mais notre difficulté en tant qu'historien et sur toutes les périodes, c'est de pouvoir travailler sur les femmes.
parce que ce sont souvent les oubliés de l'histoire, comme je dis. Et durant la Seconde Guerre mondiale et durant la période de l'amiral Robert, qui va appliquer les lois françaises, il ne fait pas des lois spécifiques martiniquaises ou guadeloupéennes ou guyanaises, il applique juste ce que la France lui demande d'appliquer. Et la première chose, c'est que les femmes doivent retourner au foyer. Elles doivent s'occuper du mari, des enfants, et pas du tout travailler. Donc, il y a une loi qui va sortir et qui demande à ce que les femmes, elles retournent au foyer. Donc, ça va être l'une des premières lois. Et après, elles sont présentes. Elles sont dans la résistance. Bon, je pense à Suzanne Roussy qui va écrire aux côtés d'Aimé Césaire. Alors, c'est l'aspect culturel, mais dans le quotidien, elles sont là, elles sont présentes. Après, leur rôle n'est pas suffisamment... c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire une... C'est pas documenté, en fait, aujourd'hui. C'est pas suffisamment documenté. Je continue à faire des recherches. Je ne suis pas la seule à essayer de trouver des pistes, mais c'est une des difficultés de l'histoire, c'est qu'on ne parvient pas toujours, même si on a le sentiment, même si on pressent les choses, mais en tant qu'historien, on ne peut pas les dire tant qu'on n'a pas le document qui le certifie. La preuve. On n'a pas la preuve. Voilà, exactement. Un romancier peut imaginer la chose, mais un historien, non. Même si je le prétends, il faut absolument le document. D'accord. Et sur ça... je pressens effectivement qu'il y a des femmes qui ont dû partir, mais lesquelles, on n'a pas la preuve. Quand, comment, à quel moment, dans quelles conditions, voilà. D'accord. On n'a pas ces preuves-là. Eh bien, merci Sylvie Mélien. L'évocation de la femme va nous permettre justement de passer à notre rubrique Tac au tac, où nous allons tenter de mieux vous connaître. Alors, nous revoilà sur notre plateau. La rubrique Tac au tac, je vous explique rapidement le principe. Je vous pose quelques questions. Et l'objectif, c'est que vous y répondiez de façon très spontanée. OK ? On va essayer ça. On essaie ça. On y va. Vous êtes prête ? J'ai droit à un temps d'arrêt pour réfléchir. Un petit temps de réflexion quand même. Voilà, si vous souhaitez. L'idée, c'est quand même qu'on passe un bon moment. Donc, pas de pression. Joker. Alors, écoutez, pour le moment, ça ne s'est pas fait. On aimerait bien que vous n'ayez pas de joker, mais pourquoi pas, on peut innover, les Itata aussi. Donc oui, on va dire oui, on innove avec vous. Alors, j'aimerais savoir, si vous n'aviez pas été historienne, vous auriez été cuisinière. Ah, vous aimez la cuisine ? J'adore la cuisine. Oh, eh bien, la prochaine question devrait vous intéresser. J'adore la cuisine. Alors, deux choses. Oui. Cuisinière ou agricultrice. C'est deux choses que j'aime. J'aime le travail de la terre. D'accord. J'ai un grand respect pour le travail de la terre. Alors, j'ai modestement un petit jardin que j'entretiens. Oui. Mais le petit jardin me laisse entrevoir le travail que ça doit être quand on est agriculteur. D'accord. Donc ça, j'ai un grand respect pour ça. Et puis la cuisine, parce qu'on peut devenir magicien quand on cuisine, c'est extraordinaire. Et j'aime beaucoup ça. D'accord. Donc, je lis entre les lignes que vous êtes en quelque part une magicienne. Alors, j'essaye de l'être. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Oui, voilà, c'est ça. OK. Et du coup, si vous deviez dîner avec un personnage historique, quel serait-il ? Oh, ça, c'est... Ouf. Ça, c'est une question un peu... oui. Alors, j'aurais dîné avec des nègres marrons. Oh! J'aurais dîné avec des nègres marrons parce que j'aurais aimé savoir comment ils ont fait pour partir. Parce que quand on est historien et qu'on travaille sur les choses, je sais bien que je rate des choses. C'est une science qui n'est pas exacte, l'histoire. Et des fois, je me dis, ça serait bien s'il y avait une machine à remonter le temps, mais juste qu'on ne me voit pas et que j'observe les choses et que je les écrive pour être au plus juste.
Et c'est vrai que sur les nègres marrons, j'aurais aimé voir comment ils vivaient, comment ils décidaient de partir, surtout les premiers nègres marrons, comment ils se sont organisés, comment ils organisaient leur défense, se nourrir, à quoi ils réfléchissaient. Et ouais. D'accord. Imaginons, nous sommes en 1943. Je sais que vous êtes maman d'un fils, d'un garçon, et il vous annonce qu'il veut s'engager en dissidence. Quelle est votre réponse? Alors là, Ma première réponse, c'est non. C'est pour ça que j'ai une grande admiration pour les dissidents, parce que moi, le mien n'y est. Mais d'ailleurs, alors c'est intéressant parce que l'histoire que j'ai lue en pré-générique, c'est l'histoire de Roger Velasquez, qui d'ailleurs s'est caché de ses parents, enfin a fait croire à sa mort, pour pouvoir partir. Parce que... Oui, parce qu'on oublie que les dissidents, ils ont entre 16 et 20 ans. De très, très jeunes hommes, oui. Ils décident de partir. Et puis, alors, lui, il a eu de la chance, parce que son bateau a chaviré, il a eu de la chance de revenir. Oui. Mais combien ne sont pas revenus? Parce que souvent, les jeunes qui partent comme ça ne savent pas nager. Exact. Donc, on ne sait... Et puis, quand on apprend, sa mère a l'obligation de dire qu'il a disparu, mais vous imaginez la détresse de ces familles qui perdent un jeune comme ça, ils ne savent pas du tout où est-ce qu'il est allé, s'il n'a pas été attrapé, s'il n'a pas été tué, parce que le canal de la Dominique, alors je ne sais pas si vous l'avez vu. Il n'est pas clément, hein. Il n'est pas réputé pour sa clémence. Il vous retourne l'estomac. Exactement, dans des petites navigations plus comme voilà, ça. C'est ça. Oui. Et j'ai un grand respect. Mais c'est vrai que quand ça vous touche personnellement, alors, s'il doit partir, je le laisserai partir. Mais c'est vrai que ça va me fendre le cœur, clairement. J'imagine, et à toutes les mamans, tous les papas aussi. Enfin voilà, on espère ne jamais avoir à être confronté à cette situation. Ah oui, mais c'est bien clair. Sûr. Nous arrivons au terme de notre émission et j'aimerais, Sylvie Mélien, savoir qu'est-ce que vous espérez comme continuité pour votre ouvrage, coécrit, je le rappelle, avec Éliane Samper et Sylvain Demange. Alors, on continue à le faire vivre, chacun d'entre nous, à travers des conférences. Moi, je participe à des colloques. J'en ai un au mois de novembre sur la dissidence. Donc, on continue à les faire vivre. Alors, je profite de l'antenne pour dire s'il y a des médiathèques qui sont intéressées par l'histoire, ils peuvent tout à fait me contacter. L'appel est lancé. Pour venir parler de ça. Et puis, je prends des aspects. Je ne prends pas forcément la dissidence. Je prends un aspect de la vie durant la période de l'amiral Robert. Et il va continuer à vivre parce qu'en France, il y a des projets autour de la dissidence. Sylvain Demange, qui en France œuvre pour que le livre ne soit pas rangé dans une bibliothèque. Et à la Martinique, avec l'ONAC, l'Office national des anciens combattants, ils ont pour projet de faire une stèle en mémoire aux dissidents. Alors, j'espère que j'en ai pas trop dit. Mais en tout cas, c'est dans les projets. Mm-hmm. Et donc, à travers ces différents projets et à travers l'entretien de cette mémoire, l'ouvrage va continuer à vivre. Ah, eh bien, c'est ce qu'on lui souhaite. Vraiment, c'est ce qu'on vous souhaite. Quelque chose me dit qu'on devrait se recroiser sur le plateau d'Au gré des pages. Ah j'espère. Voilà. Je n'en dis pas plus. Merci beaucoup, Sylvie Mélien, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. On a été ravis de vous accueillir et on vous dit à la prochaine fois. À bientôt. Quant à vous, les Itata, je vous dis aussi à la prochaine fois pour de nouvelles découvertes littéraires.